Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la revue de presse 2020 S47, les actualités de la semaine 47 par moi-même. Donc c'est très personnel à chaque fois comme revue de presse. Il y en a un petit peu moins que d'habitude, je pense que les semaines dernières ayant été très actives, peut-être qu'il y avait moins de trucs à annoncer puisque tout était déjà passé. La première actualité c'est celle de DisplayMate qui fait des tests d'écran etc. et qui dit tout simplement que la qualité de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max est la meilleure de tous les smartphones qu'il n'ait jamais testé. Ça rejoint un petit peu la sensation que j'avais dans le test de l'iPhone 12 Pro Max, je vous mets le petit lien vers la vidéo ici, parce que réellement j'ai la sensation que cet écran est ultra qualitatif, très contrasté, plus grand évidemment, très contrasté, mais il y a vraiment cette sensation de j'ai l'écran dans les mains en fait, qualitativement ça a l'air vraiment meilleur. Mon autre coup de cœur de la semaine c'est celui-là, c'est le MacBook Air M1, la vidéo sort demain, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous ou alors juste revenez demain à 19h. Parce que ça promet d'être très sympa. Des tests ont été effectués sur ces MacBook Air M1, les Mac Mini M1, les MacBook Pro 13 pouces M1, enfin tout le monde joue autant qu'on peut avec ces petites bébêtes là parce qu'en fait elles nous mettent un petit peu sur le cul, c'est très surprenant de voir ce qu'Apple a réussi à faire en termes de performance. Une des performances qui peut être intéressante, c'est le temps de compilation. Quand vous essayez de générer un rendu ou de réaliser une application, on appelle ça compiler une application, vous avez toute votre petite ligne de code, et le fait de la mettre dans la boîte qui devient une application, ça s'appelle compiler une app. Et le temps de compilationnement, ce mot n'existe pas, c'est volontaire, hein, le temps de compilation d'une application avec un MacBook Air M1 est voisin de celui avec un Mac Pro de 2019. Et ça, c'est méchamment bluffant. Mardi, on est toujours à mardi, on n'a pas bougé, j'aurais dû vous le dire, c'était mardi depuis le début. Mardi, Apple a déployé la première bêta de macOS Big Sur 11.1. On ne sait toujours pas quelles sont les améliorations, les correctifs, les différences qu'il pourrait y avoir entre la 11.01 qu'on exécute tous aujourd'hui et la 11.1 qui a été envoyée aux développeurs. On suppose que c'est de la correction bug. Je suppose que ça mettra l'Apple ProRAW dans la partie photo, puisque l'Apple ProRAW a été déjà présenté dans iOS 14.3 bêta et bêta public. Donc sûrement que ça tourne autour de ça, de la stabilité comme d'habitude, et encore une fois peut-être des améliorations under the hood, comme on dit, sous le capot, c'est sous le capot en français, qui devrait permettre au Mac avec un processeur M1 d'exécuter encore plus rapidement les applications. On est dans une phase de transition, on en reparlera dans la vidéo de demain sur le MacBook Air M1, mais il y aura sûrement une modification de Rosetta 2 aussi, des optimisations à apporter à Rosetta 2 qui permet donc d'exécuter des applications x86 prévues pour de l'Intel sur des Mac ARM. Ça oblige Apple à maintenir du code pour Intel, du code pour ARM, et le code qui permet de convertir les deux de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Année très dense, sûrement l'année prochaine aussi très dense pour Apple. Toujours mardi, 1Password, le gestionnaire de mots de passe que j'utilise et que je vous recommande d'utiliser, se met à jour pour tirer parti comme chaque année. Ils sont prodigieux pour ça, les petits gars de 1Password, les petits gars et les petites filles. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de demoiselles qui codent chez 1Password. Mise à jour donc qui permet de déverrouiller 1Password avec son Apple Watch. Je n'ai pas d'Apple Watch aujourd'hui, je n'ai pas d'Apple Watch tout court en fait en réalité. Et une des fonctionnalités de Big Sur permet de déverrouiller ou d'accéder à votre compte Boursorama par exemple. Quelqu'un me disait l'autre jour qu'il arrivait à accéder à son compte Boursorama en déverrouillant depuis son Apple Watch. C'est très sexy, ça va dans le bon sens, dans l'unité de tous les périphériques Apple que vous pouvez avoir. Et 1Password s'est donc mise à jour pour gérer ceci. Nomad a annoncé un nouveau bracelet pour Apple Watch très orienté sport, et en vrai je vais même pas me faire chier à vous faire une capture, ça ressemble à ça et je trouve ça très sympa. Nomad fait toujours des produits qui sont très cool, et celui-là, j'étais pas trop fan de leur bracelet jusqu'à maintenant, et celui-là, mais quand même il y a un truc. Ça vaut 50$ si vous allez faire un petit saut sur le site de Nomad, et il est proposé dans les deux tailles pour les deux tailles d'Apple Watch. Je crois que c'est 40 et 44, c'est ça si je dis pas de bêtises. Et on repart dans les trolls sur le MagSafe et sa capacité de chargement. Vous savez qu'Apple a proposé un MagSafe Duo qui vous permet de charger et un iPhone et une Apple Watch en même temps. Très cool, le principe est intéressant. Sauf que le MagSafe Duo ne recharge pas aussi vite qu'un MagSafe tout court. Si vous mettez le MagSafe Duo sur le chargeur 20 watts d'Apple, vous ne rechargerez pas à 15 watts mais à 11 watts. Alors que si vous mettez le MagSafe Duo sur un chargeur de 27 watts ou plus, vous pourrez recharger à 14. C'est-à-dire que même avec un plus gros chargeur, vous ne chargez pas aussi vite qu'avec le MagSafe tout court sur un chargeur, puisqu'encore une fois c'est 15 watts. Est-ce que c'est dommage? Oui. Est-ce que c'est important? Non, parce que dans la majorité des cas, vous allez mettre votre Apple Watch et votre iPhone à charger
la nuit quand vous dormez. Donc on en a rien à foutre que ça mette 3 heures à charger au lieu de 1,5, littéralement, puisque vous dormez. Et puis en fait, plus ça charge lentement, plus ça protège vos batteries, donc au final, c'est quand même mieux. Mais je suis parfaitement d'accord pour dire que c'est pas super heureux que Apple n'ait pas au moins atteint les 15 watts du MagSafe tout court sur le MagSafe Duo. C'est un petit peu moyen d'un point de vue communication. Pixelmator Pro vient de se mettre à jour pour les processeurs Apple M1 et donc pour les dernières machines qui viennent de sortir. Wouhou, il a sauté haut, hein. Et en réalité, c'est très très bien. Donc jusqu'à maintenant, j'utilisais Pixelmator, que j'utilise depuis des années à la place d'un éventuel Photoshop ou quoi que ce soit, parce que les petits gars de Pixelmator font de l'incroyable travail depuis le début. Encore une fois, les petits gars et les petites filles de Pixelmator font de l'incroyable travail depuis le début à réellement optimiser au maximum leur application, à tirer parti de chaque fonctionnalité proposée par les applications, par le système macOS ou par les derniers Mac qui sont sortis. Cette année, c'est comme d'habitude, le DM1 arrive, boum, il propose une mise à jour automatiquement pour que le Pixelmator Pro tire parti du processeur de la puce Apple M1. Très cool. Jusqu'à maintenant, encore une fois, j'utilisais Pixelmator. J'ai acheté Pixelmator Pro, puisque vous savez que quand on achète une application, les mises à jour sont gratuites chaque année. Là, j'ai acheté Pixelmator Pro en 2.0 pour les soutenir. Ça vaut 40 € l'application. Je m'en sers tous les jours, puisque c'est avec cette application que je génère les miniatures des vidéos que vous voyez là, avec le petit K. Il sera là, le petit K. Non, il sera là, avec le petit K vert qui est ici, le titre qui est ici, etc. Donc ça va dans le bon sens et je suis très content de leur filer 40 balles pour leur dire bravo les gars, good job. Un des éléments que je n'avais absolument pas envisagé lors de la migration des Intel vers les puces Apple M1, c'est le coût de cette migration. Alors certes, il y a les coûts de développement, les coûts de migration, les coûts de maintenance macOS en Intel et en ARM, mais il y a aussi et surtout le fait que Apple achète des processeurs Intel pas plein tarif, mais quand même élevé, à un tarif élevé, alors que quand Apple développe ses propres puces, ça coûte beaucoup moins cher. Et Apple Insider nous cite une petite étude d'IBM, comme quoi un chipset, un M1 chipset coûterait entre 40 et 50 $, quand un CPU, un Core i5 par exemple, devrait être vendu à Apple entre 175 et 200 $. C'est-à-dire que le coût est divisé par 4 pour cette migration. Les performances sont multipliées également, donc c'est un très très bon coût financier également de la part d'Apple de migrer vers ses propres puces, surtout qu'ils ont les compétences. Donc toute la R&D investie, parce que là je vous vois venir, et en fait je passe mes dernières semaines là à défendre Apple sur ses partis pris, mais toute la R&D investie depuis des années, les milliards de dollars investis, vont commencer à être rentabilisés peut-être plus vite que ce qu'on pensait, puisque justement, les processeurs coûteront bien moins cher à produire que de les acheter chez Intel. Sur votre iPhone, sur votre iPad, sur votre Mac, vous avez la possibilité d'analyser la santé de votre batterie. Sur tous les devices cités précédemment, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. Pas sur les Mac équipés d'une puce Apple M1, c'est activé par défaut et vous ne pouvez pas le désactiver, c'est by design, on dirait, c'est réellement intégré dans la puce elle-même que d'analyser ce que fait la batterie pour optimiser le fonctionnement de la batterie. Pourquoi pas ? Mais c'était pertinent de le préciser. Dans la série des trucs totalement scandaleux, hein, parce que Apple fasse du profit en même temps, ils investissent pour, donc tant mieux pour eux. Par contre, que YouTube mette en place de la publicité sur toutes les vidéos sans vous demander votre avis si vous avez moins de 1000 abonnés, là c'est moyen bof, parce que en fait, toutes les petites chaînes qui galèrent pour essayer de dépasser les 1000 abonnés vont avoir des publicités sur leurs vidéos, comme toutes les vidéos de YouTube, à moins que vous ayez plus de 1000 abonnés, encore une fois, donc tout le monde l'active. Toutes ces personnes qui essayent de passer les 1000 abonnés vont avoir des publicités, alors que déjà ils galèrent à essayer de sortir du clan des 1000 abonnés, et YouTube va prendre tout cet argent pour eux, c'est-à-dire que c'est pas on l'active par défaut parce qu'on veut l'activer et pouvoir proposer des publicités et on vous donne l'argent, c'est on l'active et on garde les thunes pour nous, c'est ça qui est vraiment abusé. iFixit a fait un démontage des MacBooks avec une puce M1 et des MacBooks avec une puce Intel, et ce sont exactement les mêmes. Il n'y a rien qui change à l'intérieur. Si jamais vous vous posiez la question, ce sont exactement les mêmes MacBooks. Il y a juste la nouvelle puce Apple M1 qui est plus petite que l'ensemble du chipset Intel. Mais en dehors de ça, la carte mère est la même, l'emplacement de la batterie est la même, l'emplacement du ventilateur est le même. Tout est exactement pareil. En même temps, on peut comprendre qu'Apple n'ait pas voulu redévelopper entièrement un nouvel ordinateur juste pour
pour y mettre une puce. SFR est le premier opérateur à activer la 5G et ce sera à Nice. Alors évidemment, il vous faut un téléphone compatible, il vous faut un forfait compatible et c'est pour ça que SFR, beaucoup trop d'Apple ces dernières semaines, et c'est pour ça que SFR annonce 4 forfaits 5G, un forfait de 80 Go à 40 € par mois, un forfait de 100 Go à 50 € par mois, un forfait de 150 Go à 65 € par mois, ça commence à en faire du giga, et un forfait illimité 5G, classe, à 95 € par mois. Pourquoi pas? C'est classe qu'on ait de la vraie illimitée qui arrive maintenant grâce à la 5G. Très très cool. Personnellement, j'éclate jamais mon forfait de 50 Go que j'ai chez Soch. Je le dis lentement parce que c'est dur à dire. Donc, il y a de la Wi-Fi partout, en fait. De la Wi-Fi ou du Wi-Fi, vous dites comme vous voulez. Ne créons pas de débat bêtement pour ça. Donc, il y a des connexions Wi-Fi partout. Et de ce fait, je tape jamais dans mon forfait de 50 Go. Ça peut être intéressant pour les personnes qui sont souvent en itinérance, etc. Ou même pas, j'allais dire qu'ils prennent souvent le métro. Si, qu'ils prennent souvent le métro, il n'y a pas de Wi-Fi dans le métro. Mais en dehors de ça, cool, SFR est le premier opérateur à activer de la 5G. Est-ce que ça sera le meilleur opérateur? Joker. Et on finira cette revue de presse, qui est un petit peu TGV cette revue de presse, je vous le cache pas, mais en même temps j'ai un super gros article à vous pondre pour demain, qui est le test du MacBook Air M1. Donc voilà, vous comprendrez quand vous verrez l'article de demain, la vidéo dure 27 minutes si je dis pas de bêtises, enfin on est entre 25 et 30 de mémoire, donc il y a vraiment des trucs à faire. Les Mac Mini M1, quand ils les ont annoncés, je vous ai dit c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de carte 10 Gigabit Ethernet à l'arrière, et il semblerait que, dans les pièces détachées, ni vous ni moi n'en commandons, hein, mais dans les pièces détachées des cartes mères, je vais y arriver, pour les Mac Mini M1, et bien il apparaît dans toutes les capacités, donc toutes les capacités de RAM et toutes les capacités de SSD, il apparaît des options 10 Go, 1 Go, 10 Go, 1 Go, 10 Go, 1 Go. Soit Apple a étudié la possibilité de faire des cartes 10 Go et au final s'est dit bon non, on va faire que du 1 Go, ça suffit pour une première itération, ou alors il y aura une prochaine machine avec une carte 10 Go. Je reste persuadé qu'il y aura une prochaine machine avec une carte 10 Go, que peut-être on aura un Mac Mini Pro avec un processeur un peu plus puissant et une carte 10 Go, pourquoi pas. Mais ça veut dire que ça existe et c'est prévu. Et supporté, ça aussi c'est cool que ça soit supporté par le Apple M1. Très 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 bien. Voilà tout pour cette revue de presse un petit peu TGV, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée. Encore une fois, désolé pour le côté un petit peu TGV. Si ça vous a plu, vous mettez des petits pouces vers le haut, vous mettez des commentaires et vous savez très bien que je vous y répondrai potentiellement ce soir, sinon demain matin. Et on continue l'échange comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, mais il y a peu de chances que vous me découvriez sur une revue de presse. Niveau SEO, c'est pas ouf. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao!